numérique contre le politique. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui, avec vous, grâce à vous, pour vous, c'est reprendre la réflexion, continuer la réflexion, parce que nous travaillons ensemble depuis des années maintenant, et je crois que avec nos amis de Rio et avec vous tous, avec lesquels on est en dialogue constant depuis des années également, on voudrait vous donner ce dernier état de notre réflexion. Alors, comment ça va se passer ? On a toujours travaillé à deux avec Jean Lassègue qui est philosophe, épistémologue, qui dirige le centre Georg Simmel à Paris, directeur de recherche au CNRS, et donc qui est un philosophe et qui a travaillé, qui a publié entre autres 2 livres, l'un sur Turing, l'autre sur Cassirer, Ernst Cassirer, qui est un philosophe qui nous a beaucoup, sur lequel on continue de travailler. Donc, on a écrit ces livres ensemble et on voudrait aujourd'hui vous dire où on en est, et dans quelle direction vont nos réflexions. Alors, je vais d'abord donner la parole à Jean. Jean va d'abord avoir la parole, c'est pas moi qui la lui donne. D'abord la parole pour faire une introduction. Ensuite, je vais développer un concept qui intéresse plus les juristes et les anthropologues du droit que vous êtes. Et ensuite, Jean reprendra la parole. Voilà, donc Jean, oui, à toi. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en fait, ce que je voudrais faire, c'est un peu retracer le parcours qui a été le nôtre et voir où on va aujourd'hui, où on en est. Et ça, ce sera plutôt toi, Antoine, qui parlera de nos réflexions actuelles. Alors, moi, je vais faire un bref retour sur nos 2 livres pour ensuite parler donc de la situation d'aujourd'hui. Alors, ces 2 livres, l'un de 2018, l'autre de 2021, portent essentiellement sur des questions de numérisation, non seulement du droit, mais des médiations en général, mais évidemment, le droit est tout à fait central. Donc, ce que l'on remarque, c'est que les rapports sociaux se sont numérisés au moins depuis la Seconde Guerre mondiale et que le changement est devenu tellement massif qu'il devient extrêmement difficile de le comprendre parce que c'est à la fois des changements imperceptibles, le fait que je lis les journaux sur mon téléphone et plus en papier, bon, des choses finalement très, très, très simples, des changements imperceptibles, mais qui ont des effets absolument massifs. Et il devient donc très difficile de faire la différence entre le contingent et le nécessaire là-dedans, précisément parce qu'on est confrontés tous, vous comme nous, à une espèce de surabondance de l'information, donc pas du tout une rareté, mais une espèce de surabondance que l'on n'arrive pas du tout à maîtriser. Et c'est confronté à cette difficulté de la surabondance de l'information que nous formulons une hypothèse dans notre premier livre de 2018, donc Justice digitale dont parlait Antoine à l'instant, et que nous résumons dans le sous-titre de ce livre. Et le sous-titre, c'est « Révolution graphique et rupture anthropologique ». Et c'est ce sous-titre qui permet de nous orienter dans l'espèce de dédale de la numérisation du monde d'aujourd'hui, parce qu'il fournit en fait un moyen de l'exploration de ce monde. Donc, la numérisation, comme son nom l'indique, c'est une affaire de nombres et donc de calcul. Et donc, il faut commencer par préciser ce que l'on entend par là. Alors, par calcul, on fait référence au modèle du calcul tel qu'il apparaît dans les travaux logico-mathématiques de l'école de Hilbert, en fait, donc un mathématicien allemand depuis un siècle.
et plus particulièrement encore du modèle de calcul proposé par Turing, ce mathématicien britannique qui participe à ce mouvement de logique mathématique et qui sera l'un des pères fondateurs de l'informatique. Donc, c'est intéressant et important de remarquer que le calcul est intégralement lié à ce mouvement de pensée et qui est en fait un formalisme, mais pas un formalisme au sens de Kelsen, pas le formalisme juridique que l'on connaît, qui est un formalisme mathématique, c'est-à-dire qu'on est attaché aux signes mathématiques et à la combinatoire entre ces signes. Et donc, cette combinatoire suit des règles formelles, logiquement formelles, qui permettent de mettre en rapport les signes les uns avec les autres. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que l'informatique, c'est une histoire de règles logiques et de réécriture de règles. Donc ça, c'est tout à fait important parce que c'est ça qui définit l'idée même de calcul. Le calcul, c'est quelque chose d'automatique, c'est-à-dire qu'il est exécuté sans faire aucunement appel au sens des signes qui sont manipulés. Et le sens, c'est une interprétation qui ne vient qu'après. Voilà. Mais donc ça, c'est le modèle du calcul, celui qu'on trouve en informatique et qu'on trouve aussi en intelligence artificielle. Bien. La chose très importante à souligner, c'est que l'école de Hilbert et Turing en particulier a montré que ce modèle du calcul avait des limites, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de problèmes mathématiques bien posés dont on peut prouver qu'ils ne peuvent pas avoir de solution par le calcul. Donc ça ouvre un champ tout à fait extraordinaire qui est le champ de la calculabilité, puisque c'est un champ qui permet de dire, bah oui, il y a des problèmes qui sont calculables, et il y en a d'autres dont on sait qu'ils ne seront jamais solubles par le calcul. Donc, il y a, à partir de ce moment-là, l'introduction dans un cadre qui est absolument rigide, qui est celui de la logique, qui est celui des ordinateurs. Il y a l'introduction aussi d'une certaine incertitude, puisque, précisément, il y a des procédures dont on ne sait pas s'ils vont avoir une fin, par exemple. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux de neurones, et on va en parler tout à l'heure, en particulier Antoine. Et qu'est-ce que c'est que tous ces réseaux de neurones? C'est essentiellement, en fait, des modèles informatiques de l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est quoi? Ça consiste dans un environnement globalement incertain, muni de ressources limitées en calcul, à exécuter un certain nombre de tâches en vue de produire des résultats. Bon. Donc, les rapports informatiques, les modèles informatiques d'apprentissage entretiennent un rapport très compliqué, sur lequel je ne vais pas m'appesantir, mais qu'il faut bien avoir en tête, entre la certitude des règles logiques et le caractère incertain d'un certain nombre de processus. Donc, c'est à la fois formel et statistique. Et c'est cette combinaison tout à fait extraordinaire qui, aujourd'hui, dirige le monde, en quelque sorte, puisque les modèles informatiques que l'on emploie, en particulier ce que Antoine va décrire tout à l'heure, c'est précisément un mode de conjonction de procédures complètement formelles liées pourtant à de l'incertitude et de la statistique. Évidemment, que ce soit formel ou statistique, ça fait toujours abstraction du sens. Comment ça se fait donc que le calcul est une espèce de combinaison qui fasse abstraction du sens? Parce que, et ça c'est notre hypothèse la plus fondamentale, le calcul, par calcul, il ne faut pas simplement entendre manipulation de nombres, mais il faut entendre écriture. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'une révolution graphique. L'informatique, comme notre collègue Clarisse Ehrenschmidt l'a dit, sans doute la première, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture. Donc l'informatique, on peut la replonger dans une histoire extrêmement longue en Occident, qui est celle de l'écriture, et en tant qu'elle est la dernière étape dans l'écriture, l'informatique bouleverse profondément ce que l'on peut attendre du langage et de la parole en général. Donc ça, c'est très, très important, à mon avis, du point de vue juridique.
Donc, pour comprendre ce qui nous arrive, et ça c'est très important aussi à voir, il fallait convoquer à la fois les sciences objectives, mathématiques, logiques, mais aussi des sciences collectives, c'est-à-dire de la sociologie, de l'histoire, de la sémiotique et du droit. Bon, évidemment, on n'avait pas ces compétences réunies tous ensemble, chacun individuellement, donc il a fallu écrire ce livre ensemble, hein, évidemment, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une vision transdisciplinaire du problème qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, si j'avance un peu plus maintenant dans la nature de cette numérisation, en particulier celle du droit, je vais utiliser la deuxième hypothèse, celle que l'on a développée dans notre deuxième livre de 2021, donc le numérique contre le politique. Et dans ce livre, notre hypothèse, c'est que l'idée de normes, et en particulier de normes juridiques, a un rapport à la fois très profond, mais aussi très caché, avec l'ancrage collectif des sociétés dans l'espace. Voilà. Donc, si on prend par exemple le lieu de justice, on voit qu'il s'agit d'un lieu séparé de l'espace ordinaire. C'est tout à fait important. Je vous prends un exemple un peu banal, mais qui me paraît tout à fait important, c'est que l'espace de justice exige d'être séparé de l'espace ordinaire. J'ai vu l'autre jour un film d'une réalisatrice macédonienne qui s'appelle Teona Mitevska, qui s'appelle « L'homme le plus heureux du monde ». Titre formidable, film de 2022. Et ce film se passe à Sarajevo après les guerres qui ont fait disparaître la Yougoslavie. Et dans ce film, il y a une scène tout à fait intéressante où il suffit qu'un des personnages pousse le verrou d'une porte pour qu'une salle où des couples se réunissaient pour faire du speed dating devienne un lieu de justice. Donc, on ferme la porte et à ce moment-là, se crée un nouvel espace. Et dans ce nouvel espace, on va pouvoir discuter des choses qui étaient jusque-là refoulées, à savoir les guerres entre les communautés. Bon, c'est un petit exemple, mais c'est ça qu'on veut dire quand on dit que la normativité, et en particulier la normativité juridique, implique un ancrage dans une certaine localité spatiale. Alors, c'est précisément ça qui fait problème avec le numérique. Pourquoi ? Parce que la numérisation juridique est porteuse d'une norme qui n'a plus pour fondement l'espace, mais l'écriture. Et l'écriture est hors espace. Voilà. Donc, la difficulté d'une justice digitalisée, c'est le fait que la justice est liée à une configuration spatiale, à un certain nombre de ritualisations dans l'espace, en particulier dans le lieu de justice, qui passe par la parole, alors que la numérisation, elle, est une écriture qui est automatique et qui est muette au sens où elle n'enregistre pas une parole. Et elle repose sur un calcul. Et elle repose sur un calcul, puisque le calcul est une écriture muette. Voilà. Donc, voilà la difficulté. Hein, comment réussir à faire en sorte on arrive à articuler finalement des choses qui sont aussi différentes, puisqu'il s'agit en fait de deux régimes de normativité qui sont profondément différents. L'un est spatialisé, l'autre ne l'est pas. Donc, l'hypothèse du deuxième livre, c'était celui-là. La normativité, en particulier la normativité juridique, entretient avec l'espace un rapport caché. Comment le numérique arrive-t-il à s'intégrer dans ce cadre ? Alors, il y a toutes sortes de constructions collectives du sens qui sont perturbées par ça, et c'est pour ça qu'on vit à un moment de crise. Hein. Dans la vie pratique, évidemment, il y a des normes qui s'expriment dans la spatialité vécue. Hein. Je ne sais pas, vous tendez la main et vous serrez la main droite. Hein. Bon, voilà, donc vous avez une construction spatiale qui est porteuse d'une certaine norme. Donc tout ça implique des gestes, des conduites, un maintien corporel qui construit une spatialité particulière, qui est liée à notre condition de corps parlant. Bon, juridiquement, évidemment, au fondement de la justice, il y a toujours un principe de séparation d'espace, hein, je l'ai déjà dit, pour éviter quoi ? Pour éviter que les conflits ne dégénèrent
en des violences privées. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans un lieu de justice? Il y a un tour de parole, il y a un juge qui a une souveraineté, hein, c'est lui qui distribue la parole, et évidemment, c'est précisément ça qui va faire défaut à partir du moment où on va numériser des procédures. Je donne une citation d'un de tes livres, bien jugé, et c'est sur le rituel judiciaire, parce que je trouve que ça résume très bien ce qu'on a essayé de défendre ensuite ensemble sur la spatialité du droit et de la justice et sur la crise que le numérique implique. Tu dis ceci: pour rendre justice, il faut parler, témoigner, argumenter, prouver, écouter et décider. Pour tout cela, il faut d'abord se trouver en situation de juger. Le premier geste de la justice n'est ni intellectuel ni moral, mais architectural et symbolique. Délimiter un espace sensible qui tienne à distance l'indignation morale et la colère publique, dégager un temps pour cela, arrêter une règle du jeu, convenir d'un objectif et instituer des acteurs. Voilà. Tout ça est perturbé par le numérique aujourd'hui. Voilà, donc c'était ça fondamentalement nos deux hypothèses. D'une part, une nouvelle étape dans l'histoire de l'écriture, le numérique comme essentiellement une révolution graphique. D'autre part, la difficulté à articuler cette révolution graphique avec une normativité spatialisée. Alors, je pourrais parler assez longuement de la raison pour laquelle le calcul et cette écriture sont hors espace. Hein. Il faudrait remonter à Hilbert, il faudrait montrer qu'il y a eu une crise des géométries à partir de la fin du 19e siècle, que cette crise des géométries, parce qu'il y en avait subitement plusieurs, on a réussi à en sortir en se disant, bon, ben, finalement, on va laisser la norme géométrique de côté, la norme de l'espace, donc la théorie de l'espace, et on va en rester à l'arithmétique et au calcul, parce que ça, bon, on sait faire d'un certain côté. Je vais pas insister là-dessus. Je vais plutôt maintenant, avant de donner la parole à Antoine, donner très brièvement 3 repères un peu chronologiques sur cette digitalisation du droit. Alors, la première étape, je l'appelle celle de la papeterie augmentée. C'est-à-dire, quand on s'est dit, ah ben c'est formidable, on a aujourd'hui les moyens de traduction digitale du droit, donc finalement, ben, le code civil français, le code pénal, on va pouvoir le mettre sur un autre support sur Internet. Bon, chez nous, en France, on a un magnifique site qui s'appelle Légifrance. Vous pouvez aller regarder ce que vous voulez à toute vitesse d'un clic de souris, et c'est formidable, vous n'avez plus besoin d'aller en bibliothèque faire des efforts pour lire la loi. Mais on a pensé bien à tort, à notre avis, que cette facilitation qui était offerte par le numérique n'affectait pas la légalité du droit lui-même. Or, ce n'est pas ça qui s'est produit. C'est-à-dire que l'évolution a continué et il y a eu une deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est ce qu'on a appelé le droit comme codage. Hein, c'est ce qu'on dit quand on reprend la maxime « le code is law », hein, le code c'est la loi. À partir du moment où votre loi elle est encodée informatiquement, hein, alors là les choses changent. Pourquoi? Parce qu'elle devient illisible. Hein, vous ne pouvez plus la lire en langue naturelle. Et ça, c'est ce qui se produit aujourd'hui, puisque on a toutes sortes de logiciels qui sont entrés dans les tribunaux. Hein. Il y a des bases de données numériques, il y a des procédures civiles et pénales numériques, il y a la possibilité de déposer des plaintes en ligne, il y a une dématérialisation des petites créances. Bon, vous connaissez tout ça sûrement mieux que moi. Le Covid n'a fait que renforcer les choses, hein, puisqu'il y a des vidéo-audiences, puisqu'il y a des procédures sans audience, donc sans parole, hors de l'espace. Bon. Et il y a toutes sortes de procédures qui se sont automatisées. Ne serait-ce que les radars routiers qu'on connaît bien, hein, mais aussi toutes sortes de processus beaucoup plus importants, comme des processus de certification, des actes juridiques qui sont certifiés en ligne, des rédactions automatiques d'actes ou des outils d'analyse de risque, hein, dans des questions d'arbitrage. Donc là, on voit bien que la digitalisation du droit, finalement,
a fait en sorte que la spatialité, qui était le fondement même du droit, se trouve écornée en quelque sorte, hein, puisqu'on n'a plus besoin de tout ça. Alors évidemment, on gagne en rapidité, on gagne en efficacité, et donc évidemment, ça coûte moins cher. Bien que, il ne faut pas oublier que la maintenance logicielle, c'est beaucoup d'argent. Bon. Mais ça, on ne s'est pas arrêté là. Il y a une troisième et dernière étape, et c'est là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, hein, qui est le droit que j'appelle comme opération, hein, comme une justice décentralisée, et qui voudrait en fait se passer intégralement de la médiation symbolique du tribunal pour se concentrer sur simplement des médiations technologiques, hein, comme si finalement la technologie pouvait prendre absolument le relais des procédures classiques de droit. Et je pense évidemment à la blockchain, hein, au fait que on a là une espèce de substitut qu'on ne peut pas modifier une fois que l'écriture a fait son travail, hein, qu'on tente de donc substituer à une justice humaine. Alors ça pose toutes sortes de problèmes, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est trois choses. D'abord, la décentralisation, hein, c'est-à-dire il s'agit de réseaux où il n'y a pas de gouvernement central. Deuxièmement, l'immutabilité, c'est-à-dire qu'on ne modifie plus ce qui a été écrit une fois pour toutes. Et troisième chose très importante, l'anonymat, puisque dans ces réseaux qui rendent la justice en ligne, finalement, il n'y a plus besoin d'avoir l'identité des gens qui soit clairement déterminée. Et ces réseaux visent trois buts qui sont l'équité pour tous les membres, l'absence de biais, gros problème de la justice, hein, et au moins ce qui est visé, c'est la prédictibilité absolue de toute transaction. Donc, on en est arrivé là. Je pense qu'on voit comment cette numérisation progressive est en fait une conquête de l'écriture sur l'espace, et c'est évidemment de ça dont il faudrait aujourd'hui parler d'un point de vue anthropologique. Je te laisse donc la parole. Merci, merci Jean. Alors, moi, je voudrais illustrer tout ce que vient de dire Jean, l'illustrer par une révolution en cours. Cette révolution en cours, et vous pouvez la voir comme moi, c'est celle de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a accéléré, comme toutes les guerres, a accéléré les évolutions aussi bien technologiques que sociales et sociétales. Et c'est vrai de la justice et c'est vrai du droit. Alors, à travers la guerre en Ukraine et tout ce qui est mis en œuvre pour chasser et décrire et montrer les crimes de guerre qui sont faits, qui sont commis essentiellement par les Russes d'ailleurs, par l'armée, les troupes russes, on va voir un laboratoire vivant, très évolutif, de tout ce que vient de dire Jean et de tout ce sur quoi on réfléchit depuis des années. Alors, je voudrais en 4 points, rapidement, alors vous donner un aperçu, parce que ça pourrait faire l'objet d'un cours entier, à vrai dire, de ce que montre la justice dans un univers déspatialisé. La déspatialisation, j'insiste là-dessus une dernière fois, ne doit pas être confondue ni avec l'universalisation, droit universel, ni avec la déterritorialisation de la mondialisation, ni avec une contraction de l'espace, la rapidité, l'immédiateté, ni avec l'hétérotopie, concept de Michel Foucault, ni avec l'ubiquité, ça se passe ici mais ça se passe partout, ni avec le cyberespace, comme si le numérique était un espace. Or, il n'est pas un espace, justement, il est le contraire d'un espace. C'est un univers déspatialisé, ni avec une simple décentralisation. Alors, premier phénomène, quand on quitte l'espace,
eh bien, on n'est pas dans la liberté, une liberté encore plus absolue parce qu'elle n'est plus freinée par l'espace qui est essentiellement une limite, mais au contraire, on a une saturation de traces numériques et de traces numériques qui constituent une véritable masse. C'est vrai de tout, c'est-à-dire puisque le numérique, ce sont essentiellement des règles de réécriture, c'est une mise en écriture du réel et des règles de réécriture possiblement infinies, on démultiplie les traces à l'infini. Et donc, nous, on a l'impression de vivre sans loi, de s'être débarrassé de tout ce qui était, de toute cette souveraineté spatiale et de cette souveraineté de l'espace sur nous et des normes spatiales sur nous. Et en réalité, on constate qu'on rentre dans un univers qui est absolument saturé de signes. Saturé de signes, et donc songeons aux milliers de traces qu'on laisse tous les jours sur nos portables, par nos opérations bancaires, par mille choses. Et ce qui veut dire que ces traces, elles peuvent être interceptées. Elles sont interceptées. Elles sont interceptées, c'est-à-dire qu'en fait, l'opération première d'exploitation de cette profusion, cette saturation de signes et de traces, eh bien, c'est une opération de prédation, de prise. C'est très important d'insister là-dessus parce qu'en droit, on sait qu'il y a une opposition centrale et qui n'est pas suffisamment vue d'ailleurs entre la terre et la mer, entre la Terre et tout ce qu'elle ancre dans l'espace, et la mer, qui est également un espace, bien sûr, une étendue d'eau, mais qui répond déjà à un imaginaire complètement différent. Et là, il y a une interception de toutes ces traces. Et une interception, pourquoi? Il y a une interception qui se fait de manière absolument pré-juridique. Pré-juridique, ce n'est pas du tout par hasard que le numérique n'est pas régulé et qu'on n'arrive pas à réguler le numérique, parce que la matière même est rébarbative à la régulation. Et parce que cette matière induit des comportements, lesquels comportements sont des comportements qui sont ajuridiques. Ajuridiques parce que déspatialisés. Et donc, ça va, on le voit avec cette caractéristique qui est tout à fait surprenante, sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, c'est que toutes ces traces vont être interceptées, captées, exploitées, lues, et lues dans tous les sens qu'on veut. Lu pour trouver des cibles commerciales, pour vendre des produits, lu pour comprendre des comportements, lu pour pister, tracer, et c'est ça qui est important, c'est que finalement, si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, il montre que cette interprétation des traces, cette exploitation des traces, elle peut être faite à des fins guerrières, et c'est le concept très important pour nous, sur lequel on a beaucoup essayé de travailler sans vraiment arriver, mais qui est insuffisamment travaillé, qui est le concept en anglais de weaponization, c'est-à-dire de transformation de tout en arme, de transformation de toute cette exploitation des signes en une arme. En français, on traduit par arsenalisation. Je ne sais pas comment vous dites en portugais du Brésil, en portugais brésilien, mais c'est absolument important. C'est-à-dire que tous ces signes s'offrent à n'importe quel usage, et encore plus en fonction de l'interopérabilité. Alors, moi, je dirais, pour deuxième point, c'est que
on assiste, on pourrait dire, non plus à une weaponization qui montre qu'il y a un usage guerrier, violent, brutal, mais là, on peut s'en servir pour la justice, on peut s'en servir pour le bien, bien sûr, autant pour le bien que pour le mal. Et là, on assiste à un concept, ce qu'on pourrait appeler, et en faire un concept de evidentialization, c'est-à-dire tout peut devenir preuve. Dans ce monde, toutes les traces qu'on laisse peuvent devenir des preuves contre soi. Donc, il y a une dimension kafkaïenne de l'espace. Alors, deuxième point, c'est qu'on assiste à un phénomène de crowd, en français on dirait de foule, parce que, si vous voulez, je pense que c'est très important pour nous, chercheurs, de conceptualiser les choses et pas uniquement de rester fasciné, sidéré, béat devant la performance technique, ce qui est le cas de beaucoup de littérature aujourd'hui. Donc, il y a une justice qui part des traces et de la crowd, de la foule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la foule? Ça veut dire, tout d'abord, qu'il y a un recrutement généralisé. Quand chacun d'entre nous a dans sa poche un portable, il offre une prise au contrôle, ça on insiste suffisamment là-dessus, mais il offre aussi une prise à l'action. Le coup de génie de Zelensky, c'est que le 25 février, il dit aux Ukrainiens, vous avez tous un portable, eh bien, vous êtes tous des agents, vous allez tous devenir des agents de renseignement pour l'armée ukrainienne, pour dire ce que vous voyez. Donc, il a 45 millions de collecteurs de preuves, de père-dieu sur ce qui se passe en Ukraine, et il s'en sert. Alors, c'est le concept un peu d'Ernst Junger sur la mobilisation totale. Alors, à quoi sert ce recrutement généralisé? C'est qu'il rend possible une participation de certaines personnes qui vont travailler ensemble pour établir des preuves. Et c'est ce concept central de participation, hein, crowdfunding, participation pour constituer un fonds de crowdsourcing, c'est-à-dire des sources différentes. Bon. Alors, ça veut dire qu'on crée un réseau de multi-acteurs et on va faire travailler ensemble en réseau et non plus en foule, en réseau, des ONG, du renseignement militaire, des sources d'aérosatellitaires, je pense à Matar, des citoyens, des journaux, New York Times. On va les faire travailler ensemble pour justement un travail de justice, donc avec une intentionnalité de justice. Et il va se passer quelque chose, et c'est tout à fait central pour nous autres juristes, c'est que ces traces numériques interprétées, mises en réseau, exploitées avec une intentionnalité nouvelle de justice, eh bien, elles vont se poser comme un nouvel opérateur de vérité. Un nouvel opérateur de vérité, comme le procès est un opérateur de vérité, comme la procédure est un opérateur de vérité. Alors, je fais juste qu'énumérer parce que le temps file, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le numérique, si les Russes disent il y a un bombardement, c'est les Ukrainiens qui l'ont fait. Bon, ben, on croit les Russes ou on ne croit pas les Russes. On est dans le domaine de l'opinion, d'un monde spatialisé, d'un camp contre l'autre. Si on offre le croisement
d'une captation de communication entre les troupes russes, entre elles et avec l'état-major, une captation du cockpit d'un avion qui va bombarder avec, entre pilote, copilote et avec la tour de contrôle. Si avec ça, on mélange la photographie et les films qui ont été faits par les gens, compris les bombes sur le sol, hein, qui offrent une perception de ce que c'est que de voir ces bombes et dévastation. En Syrie, il y a beaucoup de vidéo-activistes qui meurent d'ailleurs, parce qu'ils sont bombardés, ils meurent. Et donc, on a même des trucs, des photos absolument glaçantes d'hommes qui sont morts, mais leur portable continue de filmer. Ce qui, entre parenthèses, au point de vue de l'imaginaire, est très important. Ça veut dire que dans le portable et dans la trace numérique, il y a une lutte contre la mort. D'ailleurs, finalement, il va me survivre. Il va me survivre. Je suis témoin et je vais rester témoin même après ma mort. Donc, bon, il y a une source de réflexion. Alors, il y a ce phénomène très important du recoupement, du croisement. C'est-à-dire, les Russes disent c'est pas nous qui avons bombardé, c'est une parole. De pouvoir prouver, comme l'a fait l'équipe du New York Times avec leur Investigation Visual Team, ils font un reportage de 29 minutes, presque une demi-heure, où on voit les crimes en train de se commettre. On voit quelqu'un qui sort en bicyclette pour acheter du pain, qui est absolument inoffensif, qui traverse une rue pour aller à la boulangerie, qui se fait tuer. Et il tombe de vélo et son corps reste là. On le voit, c'est-à-dire que ils ont obtenu ça en recoupant plusieurs choses de sources différentes et communication interne aux Russes. Donc, c'est une sorte d'aveu. La communication apporte une sorte d'aveu. Mais ce qui est important dans l'écart, dans le recoupement, dans le croisement de plusieurs, sources numériques déspatialisées, c'est qu'on obtient quelque chose de non manipulable. C'est vrai parce que c'est non manipulable. Et c'est très important parce que ce non manipulable, c'est le cœur même de la procédure, c'est la justification du jury. On pourrait d'ailleurs continuer sur la convocation du transcendant comme le transcendant, ce qui n'est pas manipulable, ce qui en fait va l'être, mais ça on ne le dit pas. Tout ça arrive à un autre concept central qui est celui de la visualisation. Tout ce travail numérique, l'exploitation de ces preuves, ce crowd evidencing, va arriver à ce que fait, par exemple, vous pouvez vous reporter hein, sur vos téléphones portables, hein, sur ces reportages du New York Times sur les crimes commis à Boutcha, qui nous rendent témoins directs de ces crimes. On les visualise. On les visualise. Et d'ailleurs, pour beaucoup, la justice s'arrête là. Bon, on voit qui a fait qui, et puis en plus, on peut identifier par le numéro de matricule des chars, parce que les Russes, on les ont maquillés, mais pas tous. Ils ont bon. Et donc, ça veut dire que la visualisation, qui est une opération centrale dans le numérique visualise. On pourrait dire que, par certains côtés, je ne sais pas si Jean accepterait ça, que tous nos mails sont un report visuel de l'écriture, beaucoup plus qu'une écriture directe. Oui. Bon, voilà. Il y a des niveaux de compilation. Des niveaux de compilation qu'aucun esprit humain ne maîtrise complètement. Il faut plusieurs esprits humains pour comprendre comment fonctionne le numérique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on visualise une scène du crime, on le visualise à partir d'un point de vue. C'est impossible autrement. Personne n'a une vue totale de la totalité d'une réalité. Et donc, ça veut dire qu'il y a un risque de transfert de biais, parce que le biais du caméraman, le biais de ces journalistes, qui ne sont pas américains d'ailleurs, certains sont américains, mais ils viennent du monde entier pour faire ce travail collectif, crowd, collectif. Hein,
Et donc, ils apportent à la vue et donc à notre jugement quelque chose qui nous apparaît être une évidence comme la réalité et qui en réalité est une construction. Je termine sur le dernier point qui est celui de la nécessité d'une instance de vérité. C'est-à-dire que dans le numérique fait des choses extraordinaires, d'une technicité, et la guerre en Ukraine a fait un bond dans le professionnalisme de ce que vous pouvez aller regarder. Hein. Il y a, je ne sais pas combien de sites en ukrainien, mais toujours traduits en anglais, la plupart d'entre eux, qui sont faits par des anciens des services secrets britanniques avec des ONG. Et donc, c'est pas de l'enfumage, hein, c'est pas de l'influence, mais c'est vraiment un travail d'un professionnalisme. Alors, d'un professionnalisme qui est même un peu inquiétant parce que comment on va pouvoir démentir, comment on va pouvoir respecter la présomption d'innocence d'un officier russe qu'on a vu? Parce que s'il n'a pas de présomption d'innocence, s'il n'y a pas un doute possible, alors ce n'est pas de la justice, c'est autre chose. C'est autre chose, mais la justice, c'est quand même un doute systématique. C'est ça qui fait… bon. Alors, donc, ça veut dire que, in fine, et on n'est pas encore à cette étape-là, il va falloir repenser l'instance de justice, la repenser, et donc comme une spatialisation comment dirais-je, d'une multitude extrêmement sophistiquée de données déspatialisés qui apportent des éléments de preuve, quoiqu'ils ne sont pas des éléments de preuve, en fait. Pourquoi? Parce que la preuve, ça reste de la parole. Et je terminerai là-dessus. La preuve, ça reste de la parole. Depuis Aristote et toute la procédure de common law et toute la procédure de droit civil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des éléments de fait qu'on traduit en parole, qu'on raconte, qu'on intègre dans un récit. Et ça, c'est absolument central. C'est absolument central pour comprendre le cœur de la justice. C'est, dans le fond, la justice et le procès restent un acte d'interlocution. Et s'il y a quelque chose, et c'est l'interlocution qui fait lieu, qui fait localité. Les réseaux sociaux, c'est des paroles sans interlocution. C'est pour ça qu'elles peuvent devenir extraordinairement violentes. Tous ces signes peuvent être extraordinairement violents, brutaux, et ils seront adoucis, ils seront judiciarisés en quelque sorte par la parole. Je m'arrête là et je donne la parole à Jean pour conclure en 2 mots. Oui, enfin vraiment en 2 mots, hein, c'est-à-dire que pour essayer de montrer un peu la cohérence de ce que tu as dit, de ce que j'ai dit, hein, simplement l'idée que finalement la justice est une parole d'après-coup, il s'est produit quelque chose et on est capable de le verbaliser, alors que les processus numériques tels qu'on les a décrits sont performatifs. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise en scène immédiate des choses. Y compris dans la preuve. Y compris dans la preuve. Et donc, c'est là où on voit que c'est difficile à articuler, même si, évidemment, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que, comme tu l'as montré, on arrive à reconstituer de l'espace. C'est-à-dire que ce croisement généralisé permet de reconstituer des localités, hein, des localités spatiales dans lesquelles peut alors émerger une vérité et une justice. Voilà. Voilà, merci encore de cette invitation, cher Roberto.